Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Fabien Moine, éditeur, auteur, réalisateur du documentaire Suspendu des soignants entre deux mondes. Il vient pour nous parler de son dernier livre, Soignants suspendus, citoyens d'avant-garde, fractal et chaos d'une société nouvelle aux éditions Exuvie. Bonjour Fabien Moine. Bonjour à vous. Alors Fabien Moine, effectivement, votre livre, c'est un pamphlet, c'est un cri d'alarme, c'est un cri du cœur, c'est un cri du cerveau aussi. C'est un livre, qu'on soit pour ou qu'on soit contre et qu'on discute des soignants suspendus, que certains disent non, il fallait qu'ils se vaccinent ou pas. Il faut lire ce livre. Il faut lire ce livre parce qu'il pose vraiment des problèmes qui vont, je dirais, au-delà même du sort. Et ça n'était pas un sort facile. On en a parlé suffisamment ici, comme vous le savez, à Sud Radio. On était parmi ceux qui, effectivement, disaient, attendez, il n'y a pas dans la vie des citoyens de seconde zone ou des sous-hommes. Et puis surtout quand on sait que qu'est-ce qui protège de la transmission, de la contamination, et on le sait aujourd'hui de façon très claire, on le savait depuis quelque temps. Mais vous allez plus loin, Fabien Moine. Ce dont vous parlez, c'est de cette société dans laquelle on vit, pas seulement en France, mais ailleurs, cette société de surveillance, cette société d'apartheid, parce qu'il y a eu un apartheid, il faut le dire, qu'on le veuille ou pas, un apartheid économique et autres, même s'il a touché quelques milliers de personnes, mais quelques milliers, c'est déjà beaucoup. Comment on trie, etc. Et ça vous est venu très vite, ou ça est venu après ce documentaire que vous avez fait? Comment vous avez réagi? Vous avez dit, il faut que je fasse quelque chose là-dessus. Il y avait déjà le constat d'urgence il y a un peu plus d'un an où vous m'avez reçu en mai l'année dernière de vouloir faire ce documentaire très vite, en 3 mois. Donc suspendu des soignants entre deux mondes, pour essayer de témoigner une réalité qui était très peu présente dans les médias ou alors hyper caricaturée. Et ce qui fait que l'opinion publique n'avait pas d'informations quasiment, même pas connaissance du phénomène des soignants suspendus. Donc je l'ai fait dans l'urgence et je l'ai vu comme un outil de médiation entre d'une part les soignants et le grand public. C'est pour ça que je l'avais fait en 2 parties. On va dire une partie où c'était gratuitement accessible en ligne pour que personne n'ait de prétexte et de ne pas pouvoir être tenu au courant de ce sort-là. Et puis l'autre chose, dans les salles de cinéma, pour qu'il y ait des échanges après, a posteriori, et pour que les citoyens puissent questionner, et puis pour que chacun, qu'on soit pour ou contre, je dirais peu importe, mais qu'il y ait un seul de rassemblement. Ce qui existe très peu aujourd'hui dans la société. On est vraiment dans la division, dans le réductionnisme. Et finalement, on en est à plus de 150, quasiment 200 projections. Alors je pensais que ça allait s'éteindre en septembre 2022. Oui, et là, ça continue. Ça continue encore au cinéma. Et les salles sont remplies. Alors Fabien Moine, ce qui est aussi, je souhaite à votre livre d'avoir non seulement le même succès, encore plus de succès et plus de circulation. Je voudrais lire un passage de votre livre qui, pour moi, est par rapport aux soignants suspendus. Vous avez dit ceci: ces repères perdus, les suspendus, les font émerger comme autant de bouées. La perte de sens, de subtilité, de finesse ou l'absence de transcendance. C'est cela qui se fait jour en premier lieu par leur questionnement et leur critique systémique qui viennent mettre à mal l'équilibre binaire d'un univers simpliste. En étant pour ce monde à la fois soignant et maltraitant, dévoué et égoïste. Oui, on les accusait de tout et du contraire, bien sûr. Prudent et irresponsable, scientifique et anti-science, vacciné et anti-vax, courageux et lâche, pragmatique et complotiste, il fissure la fragile coquille de ceux dont la pensée a régressé au point de devenir grossièrement binaire. Pourquoi est-on devenu aussi grossièrement binaire, ou en tout cas une grande majorité, en tout cas, qu'elle soit médiatique, politique, experte, scientifique ou médicale? Alors je pense que c'est l'information. Vous êtes dans le journalisme et dans la quête d'information depuis des dizaines d'années, donc vous voyez où je veux en venir. Là, on va prendre le temps, 3/4 d'heure pour parler. C'est rare en fait. C'est rare d'avoir le temps, c'est rare de pas se voir couper la parole. Et on est dans l'immédiateté de l'information et dans le réductionnisme pour avoir ce que j'appelle une pensée prête à l'emploi. Et donc, la complexité... Prête à porter. Ouais, exactement. Prête à porter. Oui, c'est ça, parce qu'il faut afficher sa pancarte. On doit être de droite, on doit être de gauche, on doit être pour, on doit être contre, on doit être anti, on doit être pro. Et en fait, ça a plus de sens. Et puis, si on essaie de mettre de la nuance, tout de suite, ça devient louche. Moi, il y a des journalistes qui me disent, ouais, mais là, ce que vous faites, c'est confus. Je dis non, c'est complexe. Parce qu'évidemment, dès qu'on touche un sujet, il faut partir en arborescence. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qui sont détaillées.
Et en fait, tout de suite, il y a la pression aussi, il y a la pression des médias à réagir à l'info, à aller tout de suite vers une immédiateté pour être le premier à sortir la chose, quitte à sortir même sous forme de slogan, sur efficace, bref, ou pro, anti. Et puis, il y a aussi l'individu qui ne prend pas assez le temps de s'informer, et du coup qui va aller vers, on va dire, une synthèse de ce qui lui a été proposé de manière assez mal digérée. Je parlais avec quelqu'un ce week-end, il me disait, en fait, je me suis rendu compte en ouvrant Télérama que dans les dîners d'amis que j'allais, il me régurgitait les chroniques en me disant, j'ai vu le dernier film de Pablo Almodovar et blablabla, et de tous les arguments qui étaient sortis, c'était ceux écrits dans Télérama. Par la critique, ouais. Voilà. Et donc, il n'y a plus de pensée personnelle. Mais ça demande du temps. Ça demande de s'informer, ça demande de la nuance, et je pense que ce temps-là, on ne l'a plus, et on a vu que la société, vous parlez d'apartheid, elle a été effroyablement divisée rapidement. T'es vacciné ou pas? T'es pour ou contre? Pour ou contre Raoult? Et ben, ça dépend. En tant qu'épidémiologiste ou en tant que phénomène d'actualité, on n'en sait rien. Non, c'est ça, il faut être pour ou contre complètement, tout de suite. Et c'est ça qui est fou. Et les soignants, on leur a dit anti-vax. Mais je dis, mais ils ont tous leur vaccin un jour. Ça peut pas faire sens. Ils vaccinent tous les jours eux-mêmes. Donc on peut pas leur donner cet argument-là. Et pour le coup, de leur dire ce sont des irresponsables, ils demandaient juste du temps par rapport à cet essai clinique de dire qu'on a un peu plus de recul. Donc au contraire, ils étaient prudents et non lâches. Et donc du coup, on peut être tout et son contraire selon l'instant sacré de l'information. Donc on peut applaudir des soignants, ou alors bloquer la porte de sa voisine parce que on a peur qu'elle nous contamine, ou alors les jeter, les vouer aux gémonies parce que aujourd'hui ça sera la mode. Donc l'idée, c'était de ramener de la complexité, de la nuance, et puis de prendre le temps et de dire que quand on est dans une effervescence d'informations, en plus on est fragile psychologiquement, il est très difficile d'avoir de la lucidité pour savoir vraiment où se positionner, puis on va agir souvent par mimétisme plutôt que par intention personnelle. Et donc il y a eu effectivement une espèce, et ça vous en parlez très bien dans votre livre, Fabien Moine, il y a eu une espèce de doxa qui s'est installée, de discours dominant. Il dit c'est ça. Et ce discours dominant, évidemment, était basé, il faut dire, parce que pas que tous ceux étaient, ils avaient peur. On a installé quand même un formidable management par la peur. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça ou ça ou ça, vous vous rappelez du confinement, l'auto-attestation, les masques, les gestes barrières, tout ça, très bien. Mais si vous ne faites pas ça, eh ben vous allez mourir. C'était ça qui passait, et vous opposez ces personnes, milliers, dizaines de milliers, etc., qui ont dit oui, mais nous on veut prendre le temps, on peut pas faire ça tout de suite, c'est pas possible, il faut qu'on réfléchisse. C'est ça. C'est ça, c'est de pas réagir sous le coup de l'émotion. Aujourd'hui, il y a bon nombre de livres qui sortent, et la presse mainstream s'en offusque, que ce soit les livres de Pierre Chaillot, d'Alexandre Henrion-Caude, et ça s'appelle le temps long. Ça s'appelle le temps de l'analyse et de l'expertise. Et sur le temps court, on va réagir aux sentiments, aux émotions, et puis si on a peur de mourir, peut-être qu'on fera des choses irraisonnées, qui n'iraient pas le sens de notre instinct, mais on va être conditionné par les échos qu'il peut y avoir en nous. Là, par exemple, en arrivant ce matin sur Paris, je vois les motos de la Brave, je vois des cortèges entiers de CRS. Je veux dire, ça met dans un climat un peu de tension, on n'est pas très serein. Et évidemment, il y a les manifs aujourd'hui. Voilà, il y a les manifestations aujourd'hui, donc on se dit, mais si on répercute ça sur des mois entiers, si les bandeaux lénifiants de CNews ou de BFM disent tant de morts aujourd'hui, et tant de morts demain, et tant de morts hier, et dans le monde tant de morts, tant de cas contaminés, tant de tests positifs, attention aux EHPAD, etc. Ça Jérôme Salomon, là, les discours de Jérôme Salomon. Oui, c'était fantastique quand même. Ouais. Et donc là, par contre, quand il y a ça, c'est sur le temps court, et là on est prisonnier de son émotion, et on va réagir un petit peu comme de manière massifiée. Et puis sur le temps long, on va se rendre compte que finalement, d'après les statistiques de l'INSEE, il n'y a pas eu de surmortalité sur cette période-là. Et... Alors juste, vous donnez les chiffres dans votre livre, quand même, pas beaucoup, c'était pas, mais vous dites, et vous confirmez cela, vous dites le Covid a tué officiellement 0,01% des moins de 70 ans infectés sans traitement, alors qu'une hécatombe était présentée en boucle. Oui, c'est ça. C'est que à chaque fois, quand on demandait aux personnes, parce que c'est le retour au réel qui est intéressant, dire d'accord, tu as peur, mais autour de toi. Autour de moi, non, mais à la télé, 3 petits points. Et donc, on était dans quasiment une projection holographique d'une société parallèle qui n'existait que sur les médias, où on nous montrait des services de réanimation blindés
certes, mais parce que très peu de services étaient habilités à recevoir des réanimations Covid. Il n'y en avait qu'une poignée en France. Alors même qu'on, dans le même temps, on fermait des services de réa Covid, comme à Nantes, comme à Strasbourg. Donc en fait, il y avait deux réalités parallèles qui se côtoyaient. D'un côté, des citoyens absolument effrayés à l'idée d'être contaminés ou de mourir, et de l'autre, finalement, des statistiques qui ne bougeaient pas. Et on le voit, on l'a vu avec les stats, c'était en moyenne des gens de 80 à 85 ans qui décédaient, enfin de plus de 80 ans, on va dire. Et puis, beaucoup de comorbidités, mais ce que pudiquement on n'a pas osé appeler obésité, mais c'était vraiment ça le réel. Ouais. Surtout que on disait mort du Covid, alors que souvent c'était mort avec le Covid. C'est ça. Il y a eu le flou. Donc en Italie, il y a eu vraiment ce travail de décortiquage méticuleux de dire qu'est-ce qui est parti avec est dû au Covid. Et en France, on l'a pas trop fait. Il y a beaucoup de demandes de statistiques qui sont faites par des chercheurs et des scientifiques qui n'aboutissent pas. Et c'est ce temps long là qui est intéressant, justement de revenir là au réel et de sortir de l'émotion. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec le livre, à la fois une synthèse où j'ai essayé de poser des galons de réflexion, puis en même temps le côté un peu pamphlétaire pour dire il y a matière quand même à s'embraser. Oui, ça c'est certain. Et vous embrasez. Et en tout cas, c'est très intéressant, encore une fois, qu'on soit d'accord avec vous ou pas. Mais c'est vrai que vous dites bien, c'est 15 septembre 2021, le discours du 2 juillet 2021, discours du 15 septembre 2021. Et on va parler de ce que ça a marqué dans la société, la nôtre notamment. Et vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300 pour interpeller Fabien Moine sur son livre Soignants suspendus, citoyens d'avant-garde, fractal et chaos d'une société nouvelle. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors justement, on parle avec Fabien Moine et son livre, encore une fois un pamphlet passionnant, Soignants suspendus, citoyens d'avant-garde. Alors on va lui demander pourquoi ce sont les soignants suspendus qui représentent pour lui les citoyens d'avant-garde, mais en tout cas, c'est un vrai enjeu. Et il parle aussi de cette France tournée vers l'individu, et il fait remonter ça à notamment à un certain mai 68, et il cite à l'époque 68 art, et il cite effectivement ce que disait Daniel Cohn-Bendit, pour ne pas le citer, sur LCI en 2020. Il a lancé, et ça, on a le sonore, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, qu'ils aillent se faire foutre. Et puis il ajoutait, réquisitionnons les salles de sport en banlieue et dites aux mômes et à leur famille, venez vous faire vacciner et vous pourrez rejouer au foot. Voilà, la carotte, sans aller jusqu'à la fellation que proposaient certains hôpitaux genevois. Voilà, écoutez, si vous faites vacciner, vous allez avoir une belle gâterie. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça imprime? Vous dites donc que vous remontez pas très loin ou trop loin, Fabien Moine, en disant mais c'est l'individualisme qui a créé cette espèce de rupture, en disant rien ne m'intéresse à part moi-même et mes proches. Après moi, le déluge, c'est un petit peu ça. L'idée, c'était de remonter, à peu près aux années 60. Au moment où il y a eu la perte de beaucoup de sacrés, il y a eu l'effervescence de la technologie, le plein emploi, la grande consommation, et on s'est tourné vers une société de plaisir. Hédoniste au complet, oui. Hédoniste, complètement. Et consommatrice, à mort. Extrêmement, ultra consommatrice, partir en vacances, dépenser pour tout et rien, avoir une voiture, avoir vraiment deux voitures. Et pourquoi pour pas un ménage. Pourquoi pas, mais sans se poser vraiment la question, juste par mimétisme, de dire il y a de l'argent qui rentre, qu'est-ce qu'on peut en faire? On va en placer sur le livret A, puis on va un petit peu se faire plaisir, puis une voiture, un micro-ondes selon l'époque. Et là, on n'a plus été trop tourné vers la communauté, voire même sur ses besoins, mais sur ses envies, sur ses plaisirs, voire même sur ses désirs. C'est pour ça que je parle de société du désir, où en fait, petit à petit, on s'est tourné vers nous-mêmes, vers quelque chose de très nombriliste. Et c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Daniel Cohn-Bendit, où cette révolte finalement étudiante, quand on le regarde avec le recul, était plus sociétale que sociale. Et qu'on regarde qu'elle n'a pas vraiment défendu une classe, mais plutôt une catégorie qui sont aujourd'hui devenues une petite bourgeoisie. Et puis pour ça j'ai fait la blague Dany le vert, Dany le rouge, Dany le vert, Dany le jaune pour la traîtrise, et Dany le sombre avec le terme qu'il a choisi, et qu'aujourd'hui il est, on va dire, dans l'establishment complet au Parlement européen, en se souciant absolument pas du sort de ses concitoyens qui sont dans la souffrance. Et c'est un peu, on va dire, cette représentation sociale, c'est le glissement aussi de la gauche,
qui ne défend plus la classe sociale et les travailleurs. Oui, vous êtes très très dur dans votre livre avec la gauche. Vous dites que la gauche a abandonné le peuple, a abandonné... Oui, vous dites... Ceux-ci, au lieu de s'occuper des vrais problèmes des gens, ils se sont occupés des minorités, des woke, des ceci, des cela. C'est ce que vous dites. Vous faites un... Clairement, oui. Je suis très remonté parce qu'évidemment très déçu. Moi, je viens plutôt d'un milieu très à gauche. Et en fait, il n'y a plus de représentativité puisque aujourd'hui, on défend des concepts plutôt que des travailleurs. Et il était attendu que la gauche, à travers ses partis politiques et ses syndicats, défende ces travailleurs-là qu'on venait bafouer au niveau de leurs droits. Clairement, il n'y a pas eu de voix qui se sont élevées. Et on a plus pris le temps de défense des causes sociétales à géométrie variable. Et là, aujourd'hui, c'est le wokisme. Et demain, ça sera autre chose. Ouais. Et c'est pas dangereux, en fait. Et on se met pas dans le sens contraire au système. C'est finalement... dans une logique du capital, c'est pour ça que je dis que le capital est ravi de woke et compagnie. Enfin. En plus, là, on peut refaire un business dessus, on peut donner des subventions, on peut faire plein d'assos, on peut venir s'étaler dessus joyeusement. Et donc c'est assez sordide parce que ces travailleurs-là sont retrouvés avec une suspension de contrat de travail qui est contraire au droit du travail et sont fait représenter par aucun syndicat au niveau national. Et j'en profite pour saluer l'immense travail du syndicat Liberté Santé qui a dû se créer, c'est-à-dire un syndicat a dû se créer pour défendre ces travailleurs-là. Pour défendre les soignants suspendus. Ouais, avec 9000 adhérents rapidement et plus de 500 000 euros de dons reversés à des soignants suspendus, là où il y avait eu on va dire une absence de prise en charge de la part des partis de gauche ou des syndicats. Et comment vous l'expliquez ça? Comment vous expliquez quand même que ces partis de gauche, ils sont nombreux, c'est vrai, on est tous de la gauche Orwell et compagnie, en fait, de la gauche qui... Comment vous expliquez que c'était parce que c'était trop compliqué. En fait, ils avaient bouffé le système dans le système et il fallait le garder. Alors, il y a ça. Quand on voit, on va prendre une personne comme Cahuzac qui se disait de gauche. Bon, il y a le compte en Suisse et on sait que le compte en Suisse était approvisionné largement par le plus grand laboratoire pharmaceutique qui a produit des injections expérimentales. On se dit ça remonte à loin et qu'il y a un système de corruption qui s'est laissé aller et puis que d'une base militante, on va dire très forte. Aujourd'hui, on se retrouve à l'Assemblée nationale et il y a plus de travailleurs vraiment, il y a plus d'ouvriers, il y a plus de professions manuelles vraiment, il y a des professions du tertiaire, c'est des notaires, des avocats, des médecins mais qui ne consultent plus, donc des professions un peu hors sol qui sont dans les papiers. Et il n'y a plus vraiment d'ouvriers, de classe populaire, et ça traduit aussi le détachement de la base, ce qui fait que ces gens-là sont effroyablement étonnés de se dire notre base électorale s'est déportée vers l'extrême droite, qui se retrouve être la seule, peut-être par opportunisme, à avoir été sur ces questions-là. Et en fait, l'individu moyen ne sait plus trop où donner de la tête, ce qui explique, à mon avis, une très large abstention, ce qui est dommageable, mais qui représente aussi l'absence de sens de cette politique. Et pour moi, je le greffe vraiment à 2 générations en arrière, où il y avait les lignes très clairement démarquées, et la perte de sacré dans les valeurs défendues, et puis qu'au final, on peut se laisser aller, et puis que la consommation est au-dessus de tout. Et on remarque que cette finalité, quelque part, où certaines personnes leur disaient « Oui, mais quand même, là, tu fais quelque chose. Est-ce que c'est vraiment le monde que tu veux laisser à tes enfants ?» On verra bien. Sous-entendu, je ne pense même pas aux miens. Après moi, le déluge. Exactement. Et ça, pour moi, c'est tout cet héritage de la société du désir. J'ai fait des références à Guy Debord, évidemment, à la société du spectacle. Et puis de dire justement que dans cette information, il y avait quelque chose qui était très cynique au fond. Donc là, je vous cite dedans, comme d'autres médias, comme Nexus, qui a fait le travail aussi, comme François. Vous, comme vous l'avez dit, vous avez invité à donner la parole aux suspendus. Mais dans les médias mainstream, le seul qui l'a vraiment fait, c'est Cyril Hanouna. Et donc là, pour moi, c'est toute la société du plaisir qui est montrée, c'est-à-dire l'endroit le plus spectaculaire, au sens deborien du terme. On a assisté à une spectacularisation de la détresse des soignants suspendus avec Olivier Véran qui siège magistralement et puis la cour de gueux autour, les soignants suspendus qui implorent de pouvoir avoir une petite obole à la fin du mois pour pouvoir ne plus dormir dans la voiture ou dehors. Mais certains l'ont insulté aussi, hein. Bien sûr, exactement, ils nous sont rentrés dedans, mais c'est quand même drôle que ça soit dans cet espace médiatique-là que ce soit passé le seul moment d'agora autour des soignants suspendus. C'est très vrai. Et juste un mot là-dessus. Vous dites quand même, avant de recevoir nos éditeurs,
Vous parlez très, on sent que vous êtes très, et c'est légitimement marqué par ce sort des soignants suspendus, qui, je le rappelle, 0 €, 0 centimes, pas d'indemnité, rien, renvoyé avec interdiction de travailler ailleurs. Et ça a été des milliers de gens. Bon, il y a de la discussion sur les chiffres. Effectivement, Michel Rivasi, qu'on reçoit souvent ici avec plaisir, allait jusqu'à 130 000, d'autres disaient 4 000 ou 15 000. Enfin, le problème est qu'il y a eu cela. Et vous, ça vous a totalement choqué, bouleversé. Je compte parmi mes amis beaucoup de soignants suspendus, et c'est des gens qui profondément aiment les autres, et ils aiment leur métier, et c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais escompté d'argent. D'ailleurs, il y en a qui ont continué à soigner gratuitement, quitte à être convoqués et radiés par l'ordre des médecins. Et en fait, ça m'a peiné parce que j'ai vu des personnes qui se mettaient en retrait de la société, qui mettaient leur famille en danger, pour continuer à prendre soin de l'autre en disant on ne sait pas, c'est un traitement expérimental, peut-être qu'il est bien, il est peut-être pas bien, mais en tout cas moi je dois exercer mon droit de retrait, je ne peux pas mentir. Et je ne vais pas tricher en faisant un faux, certains ont fait ça, il n'y a pas à juger, mais je veux manifester à la société qu'il y a un problème. Et pour moi c'est sacré. Et c'est justement en contradiction avec ce qu'on disait après moi le déluge, je me mets au devant. Et c'est en cela que j'ai choisi le titre de citoyen d'avant-garde. C'est-à-dire que pour moi, la société qu'on doit reconstruire, parce que là, elle est en effondrement absolu, elle doit être basée sur l'amour de l'autre, la bienveillance, la prudence, et le fait d'être délicat et respectueux, y compris envers les personnes qui ont des opinions opposées aux nôtres. Ouais. Lucien, je crois qu'il serait bon d'accueillir peut-être, je suis sûr qu'on a beaucoup d'auditeurs. Il serait très bon de les accueillir, le nombreux auditeurs qui nous appellent, et on commence avec Thomas de Nantes. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour monsieur Berkoff, bonjour monsieur Moine. On vous écoute Thomas. Félicitations pour votre film. Oui, je voulais revenir sur le film puisque c'est l'objet de l'invitation d'aujourd'hui. Monsieur Moine a parlé tout à l'heure d'une caricature des soignants qui était faite dans les médias la plupart du temps. Je pense aussi que le film est une caricature d'une certaine façon puisque aujourd'hui, personne, et vous venez de le rappeler, n'est capable de dire qui ont été ces soignants suspendus, dans quelle région et quels étaient les métiers exercés. De la même façon que moi je suis directeur d'EHPAD, j'étais directeur d'EHPAD, et on ne compte pas toutes les personnes qui sont attachées au service de la santé, dans le social, dans le médico-social, dans le sanitaire, et on peut aussi compter à la CPM des personnes qui se sont refusées à cette vaccination. Et donc aujourd'hui, personne n'est capable d'identifier le nombre et la qualité et la qualification de ces personnes. Et je crois que ça commence par là. Pour pouvoir rendre visible un phénomène. Aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure, c'est un jour de manifestation, les syndicats sont dans la rue. On peut s'étonner que les syndicats soient pas tous descendus dans la rue quand il s'est agi de faire cette suspension des soignants sans activité, sans possibilité d'avoir une rémunération et sans possibilité non plus de se former. L'État à aucun moment n'a proposé aux soignants suspendus de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ et d'assumer effectivement leur choix en faisant une nouvelle formation. Merci. Oui, merci Thomas. Je voudrais que justement, je crois que vous avez posé le problème. Combien sont-ils? Qui sont-ils? Ça, c'est la grande question. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé, ça va faire double écho avec la question de Thomas, du syndicat Liberté Santé, qui à la fois se propose de soutenir les soignants donc comme unique syndicat au niveau national, mais surtout le but, c'était d'enfin recenser ces soignants suspendus, parce qu'on ne sait pas. Donc vous avez déjà reçu Elsa Ruyère des Collectifs Unis ici. Tout à fait. Beaucoup de personnes en France. Mais personne n'a les chiffres. Personne n'a les chiffres. Et en fait, ça serait tout simple. Ça serait de demander aux institutions hospitalières au moins de faire redescendre les chiffres, mais ce qu'a dit Thomas est très juste. On compte même les jardiniers. Il y a des jardiniers qui ont été suspendus. Moi, je viens plein des professions extrêmement bigarrées. Parce que dès l'instant qu'on prend la parole sur ce sujet, on agrège autour de nous tout un tas de mails, on nous arrête dans la rue. Et donc, des fois, il y a des professions, je suis extrêmement surpris. Parce que potentiellement, j'aurais pu être en lien, par exemple, le jardinier, il doit arroser les balcons des gens dans les EHPAD. Et donc, il y a des jardiniers qui ont été suspendus, des agents techniciens. Donc là, c'est le premier problème, c'est oui, en effet, la non-représentativité, mais je pense que c'est la trahison globale de tout ce qui pourrait représenter la société, trahison des politiques, trahison des syndicats, trahison également des artistes, qu'on a finalement très peu attendu, alors que là, c'est une cause qui n'est pas engageante scientifiquement, mais qui est engageante socialement et humainement. D'où le fait qu'ils se soient retrouvés extrêmement isolés. Lucien. On se retrouve tout de suite dans le face-à-face d'André Berkoff avec Fabien Moine. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Nous irons à Savigny-sur-Orge chez Valérie, qui a beaucoup de choses à nous dire. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici
Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkov sur Sud Radio avec Fabien Moine pour son livre Soignants suspendus, citoyens d'avant-garde, fractal et chaos d'une société nouvelle aux éditions Exubi. Et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille Valérie de Savigny-sur-Orge. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Monsieur Berkov et bonjour Monsieur Moine. Alors je voulais dire un immense merci à Fabien Moine pour son travail en faveur des soignants suspendus qui sont pour moi les vrais résistants actuellement. Mais je voulais aussi parler de tous ces soignants qui se sont fait vacciner contraints et forcés et qui sont allés le faire en larmes. Moi, j'ai ma fille qui est orthophoniste et ma nièce qui est secrétaire hospitalière et elles sont toutes deux allées se faire vacciner en pleurant, en ayant peur. Et je voulais aussi parler de tous ces soignants dont on ne parle pas, qui n'ont absolument pas adhéré à cette politique de vaccination forcée et qui ne sont pas du tout des anti-vax au départ, comme on a bien voulu le faire croire, pour les décrédibiliser. Voilà, donc merci Fabien Moine pour tout ce que vous faites et merci évidemment Monsieur Berkov, voilà, pour aussi bien pour les soignants suspendus, mais aussi pour tous ceux qui ne l'ont pas été, mais qui se sont fait vacciner contre leur gré. Merci beaucoup Valérie, merci pour votre témoignage. Et effectivement, il ne s'agit pas de pro-vax ou anti-vax, il s'agit de dire où est la liberté, où gît la liberté et où gît la liberté de choix. Il est là le problème. Non, on ne va pas rentrer dans la polémique scientifique sur les vaccins. Il se peut, moi je n'ai pas d'avis sur ça, je ne suis ni épidémiologue ni médecin, il se peut que le vaccin ait protégé certaines personnes. Moi je ne suis pas, je veux dire, déterminé là-dessus, mais il est évident qu'il y avait un certain nombre de questions qu'on n'a pas pu poser, qui ne se sont pas posées et les gens qui doutaient ont été sanctionnés. Et ça, pour moi, c'est ça la chose la plus grave. Tiens. Merci. Merci beaucoup Julien. Merci à vous. Merci. On accueille Sylvie de Nérac. Bonjour Sylvie. Sylvie, on vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors encore vraiment un grand merci Monsieur Berkov pour tout ce que vous faites, justement, toutes ces recherches sur le Covid, tous ces gens que vous invitez comme monsieur aujourd'hui. Ça va finir par se savoir. On va savoir tout ce qui s'est passé parce que c'est intolérable tout ça, comme vous dites, les soignants, les non-soignants. Je n'ai pas souhaité à un moment donné me faire vacciner, alors ça a été l'opprobre un petit peu sur moi. J'ai même des amis sympathiques qui me demandaient si je n'avais pas peur de mourir, donc non, j'ai pas eu peur de mourir, j'étais en bonne santé, donc voilà. Oui. D'un autre côté, je parle de tous ces gens que de nouveau on revoit sur les plateaux télé. On voit des urologues qui ont été les spécialistes du Covid pendant 2 ou 3 ans. J'ai l'impression qu'il y a 3 médecins en France qui interviennent sur les plateaux télé. Où sont les autres? Bonne question. Alors c'est vrai, vous en parlez beaucoup dans votre livre, donc des médecins de plateau. Fabien Moine, des médecins de plateau, comme aujourd'hui nous avons des généraux de plateau. Hein. Je veux dire, on a vraiment les grands spécialistes qui nous parlent. Excusez-moi, Monsieur Berkov, oui. Vous disiez tout à l'heure tous ces gens qui ont des vues sur tout, et je rajouterais qu'ils ont surtout des vues. Oui, c'est pas mal. Des vues sur tout et sont doués. Et peut-être, et surtout des viands, enfin, c'est encore une autre histoire. Fabien Moine, alors, effectivement, vous dites d'ailleurs, vous parlez longuement de cette espèce d'extraordinaire message univoque médiatique avec ces médecins de plateau. Et j'avoue que j'ai participé à certains débats, j'étais assez soufflé quelquefois, parce que c'était toujours dans le même sens. Fabien Exactement. Au tout début, il y a eu un petit peu de dissensus et tout de suite, c'était à 5 contre 1. Vraiment une meute sur celui qui est alors professeur Combe, professeur Toubiana, voilà, professeur. Ne parlons pas de Perron. Voilà, Perron, qui était le grand spécialiste des vaccins en Europe de l'OMS, qui est devenu tout de suite un vieux gaga, professeur Montagnier, donc des gens, on a dit, bah voilà, ils ont une belle carrière, mais maintenant ils sont séniles, il faut vraiment plus les écouter. Et puis donc fallait se jeter dessus en meute. Et c'était des gens qui étaient spécialistes, ce que je dis souvent, du rectum et de la vessie, qui venaient leur donner la leçon. On peut saluer Laurent Alexandre au passage. Donc voilà, donc il a une zone de prédilection. Et là, il en sortait. Et puis, ils étaient réinvités, quand bien même ils n'avaient pas d'expertise. Et puis, on pouvait se permettre de moquer le CV et l'expertise de personnes qui avaient une autorité en la matière au niveau, pas national, mais mondial. Et donc, c'était de ce harcèlement médiatique-là sur ces individus qui avaient la compétence,
a amené aussi à la société, on va dire d'en bas, de faire la même chose avec celui qui questionnait. Et vous avez dit quelque chose de très bien, c'est que le doute n'était plus permis. Alors que la science, c'est fondamentalement c'est l'interrogation permanente. Ouais. Et donc même entre soignants, on pouvait plus douter. Là, tu trouves pas que non, c'est comme ça. T'as lu le rapport d'autorisation de mise sur le marché? Non, mais c'est comme ça. On va dire c'est la loi. Et on est devenu quelque chose où il y avait plus d'esprit critique, plus de dissonance, plus de discussion, parce qu'au final, qu'est-ce que c'est que travailler de manière collaborative dans un service hospitalier? Ce serait réunir autour d'un dossier patient, puis te dire qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu crois que c'est ça. Et là, il y avait plus de dissensus possible, et ça, c'est mortifère. Et je voudrais rebondir sur les propos de Valérie, je crois, qui disait, il y a beaucoup de soignants qui ont été la mort dans l'âme. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, j'y suis allé en pleurant. En pleurant, c'est horrible. Beaucoup de personnes vous ont dit ça. Ouais. Énormément. Et en fait, il y a beaucoup de soignants qui se disent, là, j'étais avec le chauffeur de taxi qui m'a amené ici. Il me dit, moi, je l'ai fait pour retourner chez moi au Maroc parce que ma femme est au Maroc, mais je voulais pas le faire. Mais si je voulais voir ma famille, j'étais obligé. Ou alors, j'étais obligé de le faire parce que ma mère était en train de mourir en EHPAD. Je l'ai fait pour continuer de gagner ma vie parce que là, j'avais un énorme crédit. Et en fait, si on se rappelle bien, en janvier 2021, les 2 tiers de la population française y étaient absolument opposés, et c'est après des mesures coercitives. Donc c'est pas du libre arbitre, c'est pas du choix éclairé. C'est ça que le professeur Raoult a essayé de dire la semaine dernière, de dire là, dans un essai clinique, on ne peut pas contraindre les gens, il faut avoir leur consentement. Et là, on a eu une extorsion de consentement. Libre et éclairé, oui. Éclairé. Et on a de temps pour recevoir Brigitte du Pays Basque. Bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour André, bonjour Fabien, merci pour tout ce que vous faites et tout l'éclairage que vous donnez. C'est important d'entendre tout ça aujourd'hui. Moi je vous appelle parce que je suis thérapeute et j'ai des infirmières, des soignants qui ont été vaccinés, d'autres pas vaccinés, et je me rends compte que là il y a un gros problème dans la réintégration et je suis absolument pas d'accord avec certaines choses. C'est-à-dire que j'ai vu des soignants qui sont restés à l'hôpital, qui ont été peut-être aussi contraints d'être, et qui maintenant me disent « Ah ben oui, mais c'est pas normal que les autres reviennent. » Parce que nous, on a subi. Non, on a choisi aussi, plus ou moins forcé, parce que tout le monde n'a pas le choix aussi, n'a pas la possibilité de rester sans revenu. Mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui a été fait par les hiérarchies, c'est de montrer des boucs émissaires avec les soignants qui reviennent. Ils en ont bien bavé. Et donc maintenant, il ne faudrait pas se tromper de cible. Pourquoi tu as subi tout ça? Parce qu'on t'a contraint. Qui t'a contraint? Ta hiérarchie, les médecins. Et donc à un moment donné, il faudrait regarder les choses sous un autre angle et pouvoir accueillir ces gens aussi correctement, sans tenir compte encore de cette manipulation pour dire regardez, c'est eux les méchants. Oui, bien sûr. Merci Brigitte. Oui, juste, on arrive en fin d'émission, Fabien Moine. Cette réintégration, effectivement, il y a aussi ce problème qui est posé, parmi les problèmes. Oui, c'est ce que j'abordais en anticipation dans le livre, c'est que là c'est extrêmement dur ce qui se passe. La plupart des soignants suspendus autour de moi qui veulent retourner, alors il y en a qui sont tout de suite en arrêt maladie parce que sont complètement choqués. Il y a des chefs de service qui les mettent au placard, on leur donne des missions ou des gardes un peu à la gomme. Il y a des collègues qui veulent plus leur parler. Et en fait, c'est plutôt que de faire l'autocritique d'un système ou au moins du service, on va s'en servir encore une fois comme bouquet d'émissaires, non pas du système, mais on va dire du service pour dire c'est de ta faute, tu nous as abandonnés et nous on a pris les risques pour toi. Ouais. En oubliant que s'il y avait une solidarité minimale de 5%, personne n'aurait été contraint, forcé. Puisque je le rappelle encore, au mois de mars 2021, il y avait un soignant sur 2 qui s'était qui avait pris ce traitement en phase expérimentale. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est vraiment de la parole, de la médiation pour dire que chacun a souffert. Personne n'a été heureux dans cette histoire, en fait. Voilà où on en est, voilà où sont les choses. Vous voyez, c'est pas une question de vax ou d'anti-vax, c'est une question de savoir où placer son éthique, où placer le curseur, son éthique. N'oubliez jamais la phrase de Malraux, une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous soutenir et à nous écouter. Et merci à Fabien Moine pour son livre « Soignants suspendus, citoyens d'avant-garde, fractal et chaos d'une société nouvelle » aux éditions Exuvie. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.